L'Antarctique, un énorme continent constitué de glace. Avec ses 3000 mètres d'épaisseur de glace, il détient la plus grosse réserve d'eau douce du monde. Sur cette carte, nous pouvons voir que plusieurs pays s'y sont installés. La partie rouge est revendiquée par la France. DDU est l'abréviation de Dumont-d'Urville, notre base côtière. Et Domsée Concordia, à 1000 km des côtes. Sur ce schéma, on voit bien que l'Antarctique est un continent en dur. A contrario, l'Arctique, le pôle Nord, lui, est de la glace flottante. Cette coupe vous montre la naissance d'un iceberg. De l'Antarctique naissent les plus gros icebergs du monde. Pour finir, l'iceberg de plusieurs kilomètres de long finit par se détacher du continent. La partie émergée est 9 fois plus petite que celle sous l'eau. Le voyage débutera par 20 heures d'avion via Singapour et l'Australie, puis 3 jours de bateau et nous voilà dans la banquise. La progression sera difficile. Notre bateau, l'Astrolabe, un petit brise-glace, ne pourra pas casser des épaisseurs de plus de 3 mètres. L'Astrolabe paraît petit dans cette immensité, mais accueille tout de même 40 passagers. Ici, nous atteignons une rivière, eau libre dans la banquise. On peut y rencontrer des petits icebergs, mais la progression est quand même plus rapide. Nos 2 hélicoptères écureuils embarqués nous servent au repérage des rivières. À la fin de chaque journée, nous rangeons nos hélicos pour passer une nuit glaciale. Il nous faudra donc entre 10 jours et 1 mois pour arriver à moins de 100 km des côtes. Pendant que le deuxième hélico embarque ses passagers, le premier reste posé sur la banquise. Après 1 heure de vol, nous arrivons enfin sur notre bonne vieille base Dumont-d'Urville, notre base côtière. Comme à chaque arrivée au mois de novembre, nous découvrons la base sous son manteau d'hiver. En 1984, j'ai eu la chance de rencontrer Paul-Émile Victor qui était venu pour fêter ses 80 ans. À cette période de l'année, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'ensoleillement, mais le lendemain peut être sous le blizzard. Sur l'archipel, la faune est importante. Les manchots adélie sont les plus nombreux. Pour accéder aux zones de nidification les plus hautes et les moins enneigées, ils font de véritables tranchées dans les congères. Ensuite, la bataille est commencée pour récupérer le maximum de petits cailloux. Ils serviront à constituer le nid en pierre. En général, ils ont un seul petit, plus rarement 2. Monté sur une pierre, le mâle garde farouchement le nid. Pour nourrir les petits, il leur faut souvent aller en mer. Ils ont une nage très rapide, ils peuvent atteindre les 80 km/h. Ce sont aussi de très bons pêcheurs de petites crevettes appelées le krill. Ils profitent de leur élan pour s'éjecter de l'eau. Au mois de juin, nous pouvons observer un phénomène exceptionnel, l'arrivée des colonnes de manchots empereurs. Ceci crée une colonie protégée du vent par les îles de l'archipel. Et en plein hiver, là où on mesure des moins 40, nous assistons aux premières pontes et éclosions. Les petits ont une croissance extraordinaire et grossissent à vue d'œil. L'empereur est un superbe oiseau, il peut atteindre 1 mètre de hauteur. Une tempête se prépare, les petits se mettent en groupe dit en tortue. De même que les adultes, eux aussi se mettent en tortue.
Après la tempête, la protection de la tortue a été efficace. Mais malheureusement, il y a quelques pertes parmi les petits. Le manchot empereur est plutôt curieux que peureux. Au mois d'octobre, le phoque de Weddell fait son apparition. C'est à cette période que les femelles mettent bas. Comme tous les mammifères, le phoque de Weddell allaite. Jusqu'à un mois, le petit Weddell passe son temps à faire la sieste et téter. Puis il s'émancipe de plus en plus et passe son temps à jouer avec les éléments qui l'entourent. Au bout du 12e mois, l'initiation à la baignade commence pour les petits. Les mères s'empressent de creuser des trous dans la banquise pour leur montrer le chemin. La mère partie en éclaireur revient pour rassurer le petit. Pour les premières baignades, les petits se font toujours tirer l'oreille. Mais leurs performances aquatiques sont exceptionnelles puisqu'ils restent 30 minutes sous l'eau. Au bout du 3e mois, les petits sont enfin sevrés et les femelles abandonneront leurs petits. On peut rencontrer une autre race de phoques, le léopard de mer, un horrible carnassier mangeur de phoques et de manchots. Le plus gros prédateur est l'orque épaulard, il peut atteindre plus de 10 mètres. Les balades sur la banquise l'hiver nous réservent des rencontres inattendues, comme cette baleine petit rorqual pris par le piège de la banquise. Le squat, superbe oiseau, le seul prédateur de l'Antarctique. Et en guise de charognard, le pétrel géant. Après certaines fois plus d'un mois d'attente, voici enfin le bateau qui nous amène tout le ravitaillement. Une fois le bateau amarré à l'île, nous débarquons le matériel en 4x4 sur la banquise ou avec d'autres engins de chantier. Dans les cales du bateau, nous avons une année entière de nourriture. Autour de la base, la débâcle de la banquise fait son apparition, et l'eau libre finira par prendre la place de la banquise. Il me faudra bientôt quitter cette chambre confortable pour Domsé. Voilà enfin le Twin Otter, petit avion qui mettra 5 heures pour atteindre Domsé à 1000 km de la côte. Nous passons de 0 m à 3600 mètres d'altitude en moins de 5 heures, très pénible pour l'organisme. Ici l'épaisseur fait 3 km et la température moins 50. Un moment tant attendu, le raid, qui met 15 jours à partir de la côte. Il est constitué de gros camions à chenilles et transporte plus de 10 tonnes par traîneau. En tête de caravane, le casse-bourreur qui fait le chemin. En s'éloignant de la base, nous nous rendons vraiment compte que nous sommes au milieu de nulle part. Ma présence ici, comme pour 7 autres personnes, est pour la construction de la nouvelle base. À cette température, le montage est difficile et nos vêtements assez épais nous empêchent tout mouvement. La structure du bâtiment révolutionnaire est constituée de 6 pieds sur vérin hydraulique. Derrière moi, on voit la structure d'un des bâtiments.
Il m'a fallu poser plus de 5000 mètres carrés de plancher. Ici, nous voyons la mise en place d'un vérin hydraulique sur un des pieds. La mise en place des panneaux extérieurs est très délicate. Elle requiert une dextérité exemplaire au niveau de la grue. Une autre activité importante de la base, un forage profond de la calotte glaciaire. Pour cela, ils utilisent un carottier électrique au bout d'un câble de plus de 3 km. Les carottes obtenues sont très précieuses et sont distribuées dans le monde entier. Dernière photo de famille avant le départ, les 40 personnes de la base. Il est temps de partir car fin février, nous mesurons des -60. Tout étant fermé sur la base, le froid s'y installe instantanément. Vue sur l'ensemble du site perdu au bout du monde et sur plus particulièrement la nouvelle base. Notre base française de DDU a une existence de plus de 40 ans. Cette nouvelle base de Domsée, elle, est toute neuve et nous donnera peut-être satisfaction dans l'avenir puisqu'elle accueillera après 2010 plus de 30 personnes, ainsi que notre descendance.